favoriser le rétablissement. Alors, le rétablissement, il a été largement défini depuis ce matin, je ne reviens pas dessus, simplement je mets cette citation de Patricia Digan parce qu'elle définit ce qu'on fait. C'est plus pratique pour moi de l'utiliser, en particulier la deuxième partie, la deuxième phrase, savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offrent encore à elle. Donc, nous, notre mission et une manière de faire en tant que professionnel de santé pour tenter de favoriser le rétablissement, c'est de montrer aux personnes ce qu'elles peuvent encore faire, je pense, en premier, et puis en deuxième, peut-être ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et puis peut-être tenter de réduire ce qu'elles ne peuvent pas faire et d'augmenter ce qu'elles peuvent faire. Pour la part qui nous concerne, c'est-à-dire pour ce qui peut relever d'outils thérapeutiques qui pourraient agir sur ces dimensions. On va voir un petit peu ce que c'est après. Alors tout d'abord, le rétablissement, pour la pathologie, le cadre nosographique, ce n'est pas une pathologie très bien définie. Vous savez qu'en psychiatrie, les définitions sont sujettes à discussion, et dès le début, c'était un cadre provisoire, mais qui s'éternise au bout de plus de 100 ans. En tout cas, pour la schizophrénie, vous voyez des taux de rétablissement qui sont variables dans les études, et qui vont entre 50% avec Manfred-Beuler jusqu'à en bas, 13,5% pour la dernière méta-analyse finlandaise. De toute façon, ces chiffres sont mauvais, puisque, par définition, c'est objectivant, c'est défini de l'extérieur. C'est simplement pour donner un cadre et montrer qu'on a des possibilités d'amélioration, parce que je ne sais pas si quelqu'un me contredira en disant que le rétablissement dans des pathologies comme ça n'est pas assez fréquent. On peut discuter. En tout cas, mon sentiment, c'est qu'on a une marge d'amélioration. Alors ensuite, le rétablissement, on peut le définir de plusieurs manières. Je pense que ce qu'on considère d'habitude, et dans la diapositive que je viens de vous montrer avant, c'est le rétablissement dit clinique, ce qu'on appelle en fait la rémission. En réalité, ce qui a été défini tout à l'heure, c'est surtout le rétablissement personnel. C'est-à-dire comment j'ai redonné un sens à mon existence, comment j'ai retrouvé des responsabilités, finalement, comment j'ai retrouvé l'espoir. Et puis vous voyez qu'il y a aussi le rétablissement social, comment je retrouve un emploi, un revenu, des relations sociales. Et puis le rétablissement fonctionnel, c'est comment certaines capacités qui fonctionnaient bien avant que j'entre dans la maladie, fonctionnent moins bien maintenant. Et c'est comment, avec les outils de la réhabilitation psychosociale, on va pouvoir agir dessus pour améliorer, par exemple, le fonctionnement cognitif, pour améliorer l'insight, la maîtrise qu'on peut avoir de ces troubles, de ces symptômes, de ces traitements, en faisant le pari que ce rétablissement fonctionnel, en plus du rétablissement clinique, qui est quand même plus favorable au rétablissement personnel, donc comment les deux conjugués vont contribuer au rétablissement personnel. Mais vous voyez bien que dans ce que je vous décris là, et dans le reste de ma présentation, ça sera les outils de réhabilitation psychosociale qui favorisent le rétablissement fonctionnel, avec l'hypothèse que ce rétablissement fonctionnel peut favoriser le rétablissement personnel. Alors ça va marcher dans certains cas, peut-être dans d'autres ça ne marchera pas, on n'a pas de solution miraculeuse. Mais au moins, on tente de faire quelque chose. Et on ne se contente pas du rétablissement clinique, cher à la psychiatrie, c'est ça qui a permis de la définir depuis maintenant assez longtemps. Donc on ajoute une nouvelle dimension pour nos modalités d'action. Donc tous les outils dont je vais vous parler après, les outils de la réhabilitation psychosociale, dont la remédiation cognitive, n'agissent que sur le rétablissement fonctionnel. Et pour ma part, je considère, et les études montrent que ça a une importance pour que les personnes aillent mieux et puissent en particulier avoir un rétablissement social. Et après, la question du rétablissement personnel, ça ce sera complètement propre à chaque trajectoire. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent entraver le rétablissement? Ça, on peut en discuter. Il y a des choses qui sont propres à chacun. Je n'en parlerai pas, mais de manière globale, au niveau des échantillons, et par rapport à la maladie, ou aux maladies au pluriel, il y a bien entendu les symptômes. On vient de parler des hallucinations. Ce n'est pas quelque chose qui est très en faveur d'une bonne qualité de vie ou d'un rétablissement probablement. Mais par contre, on peut apprendre, et on l'a bien entendu avec ce qu'a dit Vincent Demassier, on peut apprendre à vivre avec et avoir un certain contrôle dessus. Soit on peut l'acquérir par soi-même, c'est ce qu'on appelle des mesures de compensation, c'est très bien, soit on a parfois besoin d'être aidé par des thérapeutes, des professionnels de santé mentale, pour aboutir au même résultat. Les addictions qui sont associées, des pathologies somatiques, mais moi ce qui va plus m'intéresser, c'est le bas, les troubles cognitifs, qui sont associés aux pathologies, qui jusqu'à il y a peu de temps n'étaient ni diagnostiqués, ni accompagnés, ni traités. Donc, les troubles cognitifs, je vais vous les illustrer après, il me semble que j'ai des diapositives avec des petits schémas. Ce seront des troubles neurocognitifs, ne pas bien arriver à se concentrer, ne pas bien arriver à mémoriser, ne pas bien arriver à s'organiser. Ce seront des troubles de la cognition sociale, ne pas bien arriver à reconnaître les émotions ou les intentions d'autrui, des troubles métacognitifs, ne pas arriver à prendre de la distance par rapport à son propre fonctionnement, avoir du contrôle dessus.
Mais associé à ça, très souvent également, des troubles de la motivation, un manque de motivation qui est très gênant pour une partie des personnes, et puis une mauvaise estime de soi qui découle de tout ça, parce que ça contribue à un échec de certains projets, et donc l'estime de soi est altérée consécutivement. Alors les troubles cognitifs, vous voyez, sont très fréquents dans ce type de pathologie. Dans la schizophrénie, pour les troubles neurocognitifs, les études montrent que c'est pour environ 80% des personnes. Pour le trouble bipolaire, en dehors des épisodes, environ un tiers des personnes ont des troubles cognitifs qui peuvent contribuer à une mauvaise insertion. Donc d'où l'intérêt de regarder quelle est l'ampleur de ces difficultés, enfin si elles existent, quelle est leur ampleur, et puis surtout permettre aux personnes d'en prendre conscience. L'idée, c'est pas de faire des études pour mesurer effectivement comment sont les gens, pour être normatif. L'idée, c'est plutôt de donner des informations aux personnes qui ont ces difficultés-là, et vous voyez qu'elles sont extrêmement répandues, pour qu'elles reprennent de la maîtrise dessus. Donc là, il faut que les choses soient vraiment bien claires par rapport à ça. Et puis, éventuellement, définir des objectifs pour des programmes de soins, comme les programmes de remédiation cognitive, pour diminuer l'impact et encore augmenter la maîtrise. Mais le simple fait déjà de savoir où on en est permet d'avoir plus de maîtrise et de mieux réussir ce qu'on entreprend dans ce domaine-là. Alors le vécu des personnes, c'est souvent ça, c'est difficile d'accepter sa baisse de performance. Il y a souvent des plaintes de ce côté-là, et c'est également une bonne porte d'entrée dans les soins. Parce que c'est quelque chose qui est immédiatement gênant, dont on prend conscience. Alors effectivement, il y a souvent une disjonction entre le vécu, la plainte, et puis les performances réelles. Donc il va falloir faire une évaluation, puis voir réellement ce que peuvent faire les personnes. Alors à côté de ça, les déterminants subjectifs du rétablissement, on en a bien parlé. C'est la question de retrouver l'espoir. C'est souvent à travers des rencontres qui permettent de se projeter dans l'avenir. Ça, c'est ce que disent la plupart des usagers rétablis. C'est souvent restaurer son identité propre, redonner un sens à son existence, et ça passe fréquemment par reprendre des responsabilités. Ça peut être professionnel, quand c'est possible, quand ça s'y prête, mais ça peut être aussi fonder une association, faire du bénévolat, etc. etc. C'est en tout cas, très souvent retrouver une identité sociale qui a été altérée par la maladie. Les facteurs objectifs, on en a parlé, c'est tous les domaines cognitifs dont on a parlé, et puis l'insight, la motivation qu'il faut restaurer, et puis la stigmatisation, bien entendu, qu'il faut diminuer. Alors en pratique, qu'est-ce qui peut contribuer au rétablissement? Eh bien déjà, de concevoir les soins selon les besoins et les demandes de la personne. Dès que c'est possible, redonner de la maîtrise, que la personne puisse choisir les outils de soins qui lui sont proposés. Ce n'est pas ce qui se fait classiquement en psychiatrie. Bien entendu, il y a un moment où il peut y avoir un danger, besoin de soins aigus, on est bien d'accord. Donc là, la maîtrise, elle ne peut pas être là, mais le plus tôt possible, la redonner. Le problème, c'est quand la perte de maîtrise est entretenue par la nature des soins. Ensuite, on va un petit peu plus loin, l'insertion professionnelle, on en a parlé, pour restaurer une identité sociale. Le fait de favoriser la réussite professionnelle ou sociale va permettre de prévenir aussi consécutivement les rechutes et les récidives, d'améliorer la qualité de vie. Et quelque chose qu'on a vraiment à cœur, c'est d'agir le plus tôt possible et de prévenir l'apparition du handicap plutôt que de le laisser s'installer et de vouloir le corriger. C'est-à-dire donner très tôt aux personnes une lisibilité sur leurs capacités et leurs limitations, en particulier du point de vue cognitif. Donc ce ne sont pas des bilans qu'on va faire au bout de 10-15 ans d'évolution, quand les gens sont en échec. C'est plutôt dès le début, très vite, les sortir de quelque chose qui est centré sur les symptômes, les décentrer, les mettre sur la partie saine et leur montrer ce qu'elles sont capables de faire. Et puis ensuite, c'est accompagner, s'il y a une nécessité, s'il y a un souhait des personnes, vers la réussite de projets personnalisés. Donc en pratique, ça veut dire en psychiatrie, prévenir la chronicité, évaluer pour donner un regard sur les capacités, stimuler le plus tôt possible, valoriser le potentiel de chacun, toujours s'intéresser aux projets concrets des personnes. Ça veut dire passer par un accès aux soins simple, un numéro de téléphone, un rendez-vous, pas de procédure complexe et de circuit alambiqué. Utiliser des outils de soins qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la mesure du possible, qui n'est pas simplement quelque chose qui est une présomption, c'est quelque chose qu'on a étudié. Et puis des soins qui sont toujours individualisés et de durée limitée, parce que chacun est différent, chacun a des besoins qui sont propres et dont il faut tenir compte. Alors comment le professionnel intervient en faveur du rétablissement? Premièrement, en permettant à la personne de mieux connaître ses possibilités et ses limites.
j'ai déjà un petit peu explicité, je vais revenir dessus après, en renforçant les compétences préservées, mais surtout en permettant à la personne de reprendre la maîtrise de sa trajectoire. Encore une fois, trop souvent, les personnes arrivent en psychiatrie dans un moment où elles sont en grande difficulté, où il y a besoin de soins qui sont un petit peu projetés comme ça de manière autoritaire. Ça peut être justifié à un moment donné, mais ça ne doit pas durer. La difficulté, c'est qu'en France, notre système est centré sur l'intra-hospitalier. Donc très souvent, on laisse les choses se dégrader, il n'y a pas assez de prévention, les gens arrivent en crise, et après, il faut permettre de sortir de la crise. Alors il y a deux choses à faire. Il y aurait prévenir les crises et permettre de traiter autrement sans passer par l'hospitalisation. Ça, c'est un autre sujet que je ne traiterai pas aujourd'hui, mais je pense qu'il est très important. Et deuxièmement, rompre la spirale infernale le plus tôt possible pour les personnes qui passent par l'hospitalisation. Et là, ça veut dire sortie précoce, évaluation, redonner la maîtrise le plus tôt possible sur des structures ambulatoires, à travers des soins dans des structures ambulatoires. Ça veut dire permettre à des personnes de prendre des risques, d'expérimenter. Je vous laisse lire ça. Hein. Et ça pose des questions également sur la manière dont le professionnel de santé doit appréhender la personne qu'elle a en face d'elle, qu'elle a en face de lui, qu'il a en face de lui, pardon. Donc ça, c'est des questions pour changer un petit peu les pratiques en psychiatrie. C'est un petit guide qui a été fait par nos collègues canadiens il y a une dizaine d'années, mais qu'on devrait pratiquer de manière extrêmement large. Donc vous voyez, la question qu'on peut se poser en tant que professionnel de santé, c'est est-ce que j'ai écouté activement la personne que j'ai en face de moi? Est-ce que je l'ai aidé à préciser ses propres objectifs? Est-ce que j'ai montré que je croyais dans ses forces? Est-ce que j'ai donné des exemples qui inspirent l'espoir? Est-ce que j'ai été attentif aux objectifs qui la sortent de son rôle de malade? Est-ce que j'ai recensé les ressources autres qu'en santé mentale? Est-ce que j'ai renforcé les stratégies d'adaptation existantes? Est-ce que j'ai favorisé des interventions thérapeutiques choisies par elles-mêmes? Est-ce que j'ai été respectueux? Est-ce que j'ai travaillé d'égal à égal? Et est-ce que, malgré le risque d'aggravation ou de rechute, j'ai gardé l'espoir? Ça, c'est des choses que devraient faire les professionnels de santé lors de chaque entretien avec une personne ayant des troubles psychiques. Donc, que doit apporter la réhabilitation? Très concrètement, évaluer et renforcer les compétences préservées. Donc, évaluer, c'est mettre en évidence ce qui fonctionne bien, permettre aussi aux usagers de s'approprier les résultats de l'évaluation. L'évaluation n'est pas pour nous, c'est pour la personne concernée. Ça veut dire une restitution de qualité, avec des mots qui sont simples, qui sont clairs, et s'assurer que la personne peut bien se saisir, peut bien s'approprier les résultats. Donc ça veut dire une communication adaptée, et puis un écrit qui reste pour que la personne puisse en faire quelque chose. Et puis c'est ensuite envoyer les personnes, enfin proposer aux personnes des outils qui peuvent correspondre à un renforcement de leurs capacités lorsque ça paraît approprié, si elles en font le choix, encore une fois. Donc les outils de la réhabilitation, pour renforcer ces compétences, vous les voyez là, la remédiation cognitive, l'éducation thérapeutique, l'entraînement des compétences sociales, tout ce qui contribue à renforcer l'autonomie personnelle au quotidien, le soutien à l'emploi, et puis soutenir les familles pour aider, les aider elles-mêmes, et puis indirectement aider les personnes qui souffrent de troubles psychiques, puisque la souffrance familiale va retentir sur elles. Alors là, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça de manière complètement opératoire. Une difficulté à gauche égale la mise en œuvre d'outils thérapeutiques à droite. C'est plutôt un plan individualisé relevant des objectifs de la personne qui va permettre de définir des propositions de soins. Donc en pratique, on fera des soins en rapport avec les troubles spécifiques. On favorisera de toute façon l'insertion dans la société, c'est-à-dire que tous ces outils de soins seront déployés pour un objectif concret, c'est-à-dire la réussite d'un projet. L'idée, c'est de donner un coup de pouce et de changer la trajectoire finalement de la personne, de permettre de passer à la trajectoire plus favorable et juste au-dessus. Ça permettra de prévenir les rechutes et les récidives, et on aimerait vraiment agir plutôt avant l'instauration du handicap qu'une fois qu'il est là. Alors les indications, les conditions d'utilisation, il faut que les personnes soient motivées, soient stables d'un point de vue symptomatique. Ça veut dire que ça n'a pas d'intérêt d'aller faire de la remédiation cognitive en pleine crise, quand la personne n'est pas à l'aise avec ses symptômes, quand ils ne sont pas stabilisés, ainsi que le traitement médicamenteux. Traitement médicamenteux à dose minimale efficace pour ne pas avoir à lutter contre les effets indésirables des médicaments. Ça veut dire un médicament, pas de benzodiazépine, pas de correcteur antiparkinsonien, enfin toutes les règles qu'on doit appliquer aujourd'hui, parce que sinon on est contre la iatrogénie, et il y a d'autres manières de gérer ça, en particulier d'adapter les prescriptions.
Donc ça veut dire un avis thérapeutique avant de passer à des soins de réhabilitation. Ça veut dire, si on s'intéresse à la remédiation cognitive, de voir quels sont les bénéfices quotidiens. À quoi ça va servir à la personne dans la réalisation de ses projets. Et puis ensuite, ça veut dire cibler, en fonction de ses besoins, les processus cognitifs qui sont altérés et utiliser le programme qui paraît le plus approprié dans ces circonstances, en fonction des besoins, des capacités, de la trajectoire, etc., etc. Et vous avez un certain nombre de programmes pour la cognition sociale, pour la neurocognition, qui sont cités là. Et cette grande offre de soins permet de répondre à l'hétérogénéité, à la diversité des besoins. Donc qu'est-ce que c'est que la remédiation cognitive? Des interventions thérapeutiques destinées à diminuer l'impact des troubles cognitifs. On ne va pas redonner une cognition, des processus cognitifs fonctionnant parfaitement. On va permettre à la personne de mieux maîtriser son processus, son fonctionnement cognitif, de savoir quelles sont les limites, et puis de donner de nouvelles stratégies pour finalement pallier les difficultés. Donc, je vais vous montrer des exemples après. Donc toujours en lien systématique avec le projet quotidien. Donc pas de programme universel, ça veut dire une palette d'outils, avoir des programmes variés pour pouvoir répondre à la diversité des besoins. Voilà par exemple ce qu'on peut utiliser. Ça, c'est un module destiné à améliorer les capacités visio-spatiales. L'exercice consiste à regarder la figure de gauche et à déterminer depuis quelle position, dans la figure de droite, vue par-dessus, on pourrait voir cette disposition d'objets. Donc pour cela, il faut pouvoir se représenter la position des objets dans l'espace. Et donc si vous avez trouvé, vous avez dû utiliser une stratégie. Vous allez même pouvoir dire laquelle. Quelle est la bonne réponse? Celle d'en haut? Celle d'en haut, oui. Alors comment vous avez fait? Vous avez utilisé la position relative de deux objets. Si vous vous contentez de regarder un seul objet, par exemple les deux pyramides, vous pouvez penser que ce sera peut-être à 11 heures la bonne réponse. Mais finalement, la position relative de la grosse gélule jaune ne sera pas bonne. Idem pour 13 heures. Donc vous êtes forcé de mettre en perspective deux objets et de concevoir leur disposition relative. Donc l'intérêt de ça, c'est que ça peut servir pour se repérer, par exemple, dans la ville, ou ça peut servir pour se repérer dans un atelier où on travaille, et où on a tendance à perdre les objets. C'est trouver de meilleurs repères dans son environnement. En tout cas, le lien est toujours fait entre ce qu'on fait en séance et puis ce qui se passe dans la vie quotidienne de la personne, qui peut être altérée du fait de déficits cognitifs. Dans celui-ci, vous devez déterminer si ce sont les deux mêmes figures ou des symétriques. Donc idem, on travaille sur le visio-spatial. Donc là, vous avez trouvé aussi. Voilà, elles sont symétriques, tout à fait. Alors là, vous pouvez avoir la version simple qu'on vient de voir, un petit peu plus compliquée, avec plus d'objets, plus de cubes, et puis donc des difficultés pour se le représenter, et pour y arriver, il faut faire une rotation spatiale, qui est un processus assez complexe. On peut travailler également sur la reconnaissance des émotions faciales, à travers par exemple ce programme Gaïa, où on va accompagner la personne à porter plus d'attention aux différents éléments qui constituent le visage, de manière à comprendre l'émotion qui est exprimée dessus. Donc ça, c'est un programme qui a été fait par Baptiste Godlus, dont vous avez la photo à gauche. Et puis vous voyez que c'est une interface informatique avec des petits films très écologiques, différentes situations, aller à la pharmacie, c'est celle-ci, un repas en famille, dans l'atelier thérapeutique. Et il y a différents contextes. Par exemple, la personne vient pour la 50e fois à la pharmacie parce qu'elle a oublié qu'elle a dû acheter son traitement, et le pharmacien est irrité. Ou alors au contraire, elle arrive pour la première fois, très enjouée, et puis le pharmacien est content de la voir. Et en fonction du contexte, ça donne des éléments aussi pour interpréter l'émotion. Parfois, elle sera congruente au contexte, c'est plus facile, ou incongruente au contexte. Et petit à petit, le thérapeute va accompagner la personne à porter attention, donc à prêter attention à différents éléments du visage et à pouvoir donc construire l'émotion qui est sur le visage d'en face. Un autre programme, où là on est sur la conduite de conversation, c'est un programme de simulation informatique qui s'appelle Remédiation de la cognition sociale dans la schizophrénie. Oui, vous avez des situations d'interaction avec un avatar, par exemple là c'est le patron qui reproche à l'employé d'être en retard, et il peut choisir soit de s'excuser, soit d'écouter ses reproches, soit de dire que ce n'est pas de sa faute. Et en fonction de l'attitude qu'il choisit d'adopter, le patron va réagir différemment, va s'énerver, ou au contraire va accepter la situation. Et donc petit à petit, la personne peut apprendre
de manière non dangereuse, parce que dans la réalité, si on le faisait en jeu de rôle, ça pourrait générer des conflits. Là, elle va prendre de manière non dangereuse à conduire une interaction. Donc ça, c'est un programme qui a été conçu par Élodie Perroux, dont vous avez la photo à droite. Alors, il y a beaucoup d'autres programmes de remédiation cognitive, toujours avec des outils ludiques qui peuvent être individuels ou collectifs, qui peuvent être informatisés ou pas. Ça peut être papier-crayon, ça peut être des jeux avec des cartes, avec des mots, etc., etc. En tout cas, il y a eu de nombreuses études pour montrer l'efficacité sur le fonctionnement cognitif, mais aussi sur le fonctionnement psychosocial de ces outils de remédiation cognitive. Là, vous avez 2 méta-analyses qui montrent que non seulement les performances cognitives s'améliorent, mais également le fonctionnement psychosocial, et que ces résultats se maintiennent 6 mois après la fin de la prise en charge. Pourquoi ? Parce que la personne s'est appropriée un nouveau mode de fonctionnement. Elle gère différemment son environnement. Ça, c'était la question du visio-spatial tout à l'heure. Elle gère différemment ses relations sociales. Ça, ce sont les 2 derniers programmes. Et du moment que c'est utile, ce fonctionnement, effectivement, perdure, reste dans la durée. Alors, vous avez également beaucoup de travaux qui montrent que la remédiation cognitive améliore l'insertion professionnelle. Une des difficultés pour accéder à l'emploi et pour se maintenir dans l'emploi, ce sont les troubles cognitifs. Si je ne retiens pas ce que me dit mon patron, ou ce qu'on me dit simplement dans l'entretien d'embauche, je ne serai pas pris. Si j'ai des difficultés d'interaction avec mes collègues, je ne serai pas gardé. Donc, accès à l'emploi, neurocognition, maintien dans l'emploi, cognition sociale. Donc, de nombreux travaux, des dizaines d'études, il y en a beaucoup plus depuis cette revue de littérature que j'avais faite fin 2013. On en a refait une avec Aurélie Dubrul, qui est neuropsychologue dans le service, il y a quelques mois, il y avait 30 études de plus. Il y a une méta-analyse Cochrane qui a été faite récemment par nos collègues du Canada, qui montre que le fait de bénéficier de remédiation cognitive ou de TCC ou d'entraînement des compétences sociales avant d'être employé, ou pendant les premiers mois, permet d'être employé, enfin d'être maintenu dans l'emploi 2 à 4 fois plus. Donc un effet tout à fait majeur de la cognition, de la remédiation cognitive sur l'emploi. Après, on peut également étudier l'effet de la remédiation cognitive sur le fonctionnement cérébral. Et on sait, à travers de nombreuses études, que le fait de bénéficier de séances de remédiation, par rapport à la prise en charge habituelle ou à un groupe contrôle spécifique, permet d'augmenter les activations cérébrales. Ça, c'est une étude de Pascal Vianin qui travaille à Lausanne et qui a fait 2 des exercices que j'ai montrés tout à l'heure. Après, on peut construire des études randomisées contrôlées en tirant au sort la méthode ciblée ou une méthode contrôle. Par exemple, là, c'était sur la reconnaissance des émotions faciales. Et l'hypothèse, c'était que soit il fallait travailler de manière spécifique sur la reconnaissance des émotions faciales, soit qu'un bénéfice aspécifique pourrait être obtenu simplement en améliorant les performances attentionnelles de manière très générale, avec l'hypothèse que la mauvaise reconnaissance des émotions faciales était simplement un effet aspécifique de mauvaise capacité attentionnelle. Eh bien, on voit qu'avec cet essai randomisé contrôlé, en réalité, le fait de travailler directement sur les émotions est plus efficace que de travailler sur l'attention de manière aspécifique, puisque les performances sont plus améliorées dans le groupe Gaïa que dans le groupe aspécifique, en sachant que même le groupe aspécifique améliore la reconnaissance des émotions faciales. On peut également travailler avec des études de cas individuels, où là vous avez des lignes de base cibles, des lignes de base non cibles. Par exemple, là c'est le programme RC2S que vous avez vu tout à l'heure, l'interaction avec le patron. En fait, il y a 10 situations différentes avec plein de possibilités. Et il y avait donc une quinzaine de séances qui étaient réalisées. Et on voit en bas que simplement la théorie de l'esprit, le style attributionnel sont améliorés, alors que la mémoire, à long terme, n'est pas améliorée dans les figures du haut. Donc on a agi spécifiquement sur les cibles du programme thérapeutique. Donc tout ça, ça se met dans des dispositifs très complexes qui doivent s'adapter aux besoins des personnes, qui sont construits de manière très stricte. Ça, c'est la construction des centres de réhabilitation tels qu'on a dans notre région, puis d'autres régions maintenant, à partir de cahiers des charges qu'on a définis avec les collègues et avec les ARS des régions concernées. Et vous voyez qu'il y a un premier contact très facile avec un premier entretien pour envisager la trajectoire de la personne, et puis comment la maladie a pu l'impacter, et puis voir si ça a un sens d'aller plus loin vers une évaluation clinique qui va consister en une évaluation cognitive entre autres, mais une évaluation également du fonctionnement quotidien. Et puis, une fois que tout ça aura été fait, une restitution qui permettra à la personne de vraiment voir où elle en est. Ça, c'est la partie violette du haut qui correspond à la définition de Patricia Ligan que j'ai donnée tout à l'heure. Et puis, si ça a un sens, la personne peut aller vers des soins de réhabilitation psychosociale, c'est la partie verte, dans laquelle il y a la remédiation cognitive avec 10 programmes différents, l'éducation thérapeutique avec plusieurs programmes différents, les compétences sociales, la pleine conscience, etc., etc.
Et puis tout ça doit contribuer à l'insertion sociale et professionnelle, en passant éventuellement par des espaces de transfert avec d'autres groupes d'ouverture sociale ou d'accompagnement vers l'emploi. Donc ça, c'est complètement sur mesure. Une personne ne peut passer que dans la première case, premier entretien, on peut ne bénéficier que de l'évaluation et de la restitution, on peut avoir besoin d'aller plus loin. Dans ce cas-là, on peut mettre à sa disposition des groupes ou des prises en charge individuelles. Encore une fois, personne ne passe par toutes les cases, mais si elle a besoin d'une case ou de plusieurs cases, elle peut le faire. Et puis toujours le soutien des familles qui est très important et qui est proposé systématiquement à toutes les familles qui accompagnent donc des personnes dans ces structures. Donc en pratique, on va essayer de prévenir la chronicité avec des soins séquentiels, des objectifs individualisés, donner des capacités de décision, d'autodétermination à la personne, leur permettre de choisir la trajectoire qui leur permettrait d'aller le mieux vers la réussite de leur projet, et donc faire travailler en lien la psychiatrie, le côté sanitaire, et puis le médico-social, parce qu'il y a souvent des disjonctions et des parcours qui sont un petit peu chaotiques, et on aimerait vraiment prévenir les ruptures de parcours chères à l'UNAFAM, et ça paraît tout à fait pertinent. Donc le rôle des structures de réhabilitation, c'est donner des avis évalués, renforcer les ressources, et puis c'est aussi travailler sur l'essaimage de la culture du rétablissement, pour que tous les professionnels de santé mentale aient des valeurs communes et puissent agir en fonction donc, des besoins des usagers, et puis accepter l'empowerment. Ça veut dire former les professionnels à des techniques de soins très spécifiques, mais ça c'est une petite partie d'entre eux, mais ça veut dire sensibiliser tous les professionnels de santé mentale, du sanitaire et du médico-social, à l'optique du rétablissement. Et je pense que c'est aussi permettre à cette occasion aux professionnels du médico-social et du sanitaire de se former ensemble. Donc ce que je propose, c'est vraiment des formations conjointes où, sur un territoire de santé, on invite les professionnels qui sont dans le secteur de psychiatrie générale, les structures spécialisées des hôpitaux, et puis également toutes les structures médico-sociales qui sont amenées à travailler au quotidien avec elles, ou qui devraient être amenées à travailler au quotidien avec elles. Mieux se connaître et être formés ensemble, je pense que c'est un gage d'un bon fonctionnement ultérieur. Donc ça peut accompagner une évolution des structures de soins en France, en particulier la poursuite de la désinstitutionnalisation qui est très incomplète. CF, le rapport que nous avons fait avec Marie-Christine Hardy-Bellé l'année dernière, et puis CF également cette étude qui compare les différents pays européens en termes de désinstitutionnalisation. Étude de Salisbury, c'est accès gratuit sur BMC Psychiatrie. Donc en pratique, il n'y a pas de programme universel, il faut des structures de soins qui ont une offre variée pour répondre à la diversité des besoins. On part d'une évaluation des besoins et de la demande de la personne, on définit avec elle des objectifs concrets, et on essaye de favoriser vraiment l'apprentissage de nouvelles stratégies. Et donc, on va s'adapter complètement au profil de la personne à laquelle on a affaire. Alors une structure non soignante donne vraiment un plus à l'ensemble de ces structures de réhabilitation, que ce soit des centres référents ou d'autres centres de réhabilitation. Je vous montrerai une carte tout à l'heure, c'est ce centre ressources, parce que c'est un centre qui organise des formations, qui coordonne l'ensemble, et qui donne donc une cohérence à l'ensemble, en termes d'évaluation et en termes d'outils de soins. Donc il y a de nombreuses formations, colloques, mais tout ça, ça a déjà été largement évoqué, dont vous trouverez les programmes sur le site qui est indiqué en bas, le site de gauche, mais c'est également la conduite d'une cohorte systématique pour voir les effets sur la population de la réhabilitation psychosociale. Et c'est également proposé, en lien avec les ARS des régions concernées, des cahiers des charges qui permettent de définir ce qui est fait au sein des différentes structures, en termes d'évaluation, en termes de soins. Et ça donne une chance que les personnes accèdent à des soins et des évaluations de qualité.